Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Disons que le mois d'août a été un bon mois niveau lecture. J'ai lu 11 livres. Sur ces 11 lectures, j'ai lu 2 mangas et 2 BD. Et aussi pour ce mois, ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé, mais j'ai eu non pas un, mais 2 coups de cœur. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Et franchement, il y a eu des très très bonnes lectures sur ce mois. Déjà, je suis désolée pour la luminosité de cette partie, mais je l'ai tournée en pleine période de canicule et c'est impossible d'ouvrir les stores, donc je la tourne en étant enfermée dans ma chambre avec de la lumière artificielle. Mais voilà, pas trop le choix si j'ai envie de vous tourner quelque chose. Et donc, pour cette première lecture du mois d'août, ça a été un coup de cœur. En fait, je m'attendais à passer un bon moment de lecture et ça a été le stade du coup de cœur. Donc, il s'agit de Belladonna, donc le troisième et dernier tome, Wisteria, d'Adaline Grace, aux éditions de Saxus. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et pour vous faire un petit résumé du tome 1, je vais pas en dire beaucoup parce que je crois que je vous en ai déjà assez parlé, mais en fait on suit Signia. Signia qui est une jeune fille bien particulière. Elle a perdu ses parents quand elle était enfant. Elle a des capacités, notamment le fait qu'elle ne peut pas mourir, le fait de voir les fantômes et particulièrement aussi le fait de voir le faucheur, donc l'ange de la mort. Mais ça ne s'arrête pas là en fait. Signia a été trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil car en fait chaque fois ses tuteurs sont décédés. Pour finir, les gens croient qu'elle est maudite et plus personne ne veut d'elle jusqu'à ce qu'en fait une part de sa famille se manifeste et elle va donc aller vivre chez son oncle au domaine de l'Épineuse. Et là, elle va apprendre à découvrir cette famille qu'elle n'a jamais côtoyée. Et en fait, elle va se rendre compte que la famille a été bien touchée, notamment à travers le décès de sa tante qui a eu lieu il y a peu de temps, mais également que sa cousine est malade. Signia va donc s'intégrer dans ce manoir et va découvrir par la suite le fantôme de sa tante. Et elle va comprendre en fait que sa tante n'est pas décédée de cause naturelle, mais elle a été assassinée. Elle pense donc que quelqu'un en veut à sa nouvelle famille et va donc tout mettre en œuvre pour découvrir qui essaye de tuer les membres de cette famille. Et pour l'aider dans cette enquête, il se peut, qu'est-ce que je raconte, il se peut qu'elle soit amenée à s'associer à l'ange de la mort. Donc comme vous en doutez, pour ce troisième tome, du chemin a été fait. Alors autant vous dire que ça va être dur de vous en parler, car si je vais trop en profondeur, je risque de vous spoiler. Et rien que le fait, par exemple, de vous dire sur quel personnage se tourne ce troisième tome, ce serait un spoil du tome 1. Donc je vais vraiment me contenter de rester vraiment sur quelques éléments, mais sans rentrer dans les détails pour justement ne pas vous spoiler. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est un gros coup de cœur. Dans ce tome 3, on suit un nouveau couple, même si on voit Signia qui va faire son apparition de temps en temps dans le tome. Après, c'est un plaisir de découvrir l'histoire de ces nouveaux protagonistes. Alors on les connaît déjà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et autant aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers tomes, on est sur une ambiance sombre et plutôt gothique. Et là, dans ce tome, on va tourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et franchement, j'ai adoré cette transition entre l'ombre et la lumière, ça m'a beaucoup plu. Après, je vous dis côté lumineux, mais attention, il y a quand même des trigger warnings. Je ne vous les dis pas pour ne pas vous spoiler, mais au cas où, si ça vous intéresse, ils sont disponibles dans mon vlog, tout au fond de la chronique qui sera dédiée à ce livre. Après, on a une intrigue aussi qui m'a beaucoup fait voyager, j'ai adoré. J'ai traversé différentes contrées, que ce soit à travers des décors hivernaux ou des décors printaniers. Alors ça, franchement, c'était un moment particulier pour moi. J'avais l'impression d'y être et je m'y plaisais. Et tout ce que je peux encore vous dire, c'est que la magie a un rôle capital dans ce récit, car sans elle, on n'aurait pas eu de romance. Alors ici, comme vous pouvez vous en douter, on est sur une romance Enemies to Lovers. Elle est bien menée. Au départ, on a des pics et des réactions des personnages qui sont savoureuses. Et petit à petit, on va suivre l'évolution de leurs sentiments et de la romance par la même occasion. Et tout ça, franchement, je dois dire que c'est une romance qui m'a fait des papillons dans le ventre, comme j'ai envie de dire. C'était quelque chose de beau, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Et aussi, l'histoire, elle est belle, elle est lumineuse. Et franchement, elle m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Vraiment, pour moi, ça a été une excellente lecture.
Et on a également des péripéties et des révélations qui vont s'enchaîner durant l'intrigue. Donc ça aussi c'est intéressant car il n'y a pas que la romance, il y a également quand même un nouveau personnage qui fait son apparition et avec lui il va y avoir de nouveaux éléments qui vont être amenés. Donc vraiment tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et je peux aussi vous dire qu'il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. Il s'agit d'un animal. C'est une renarde que l'on retrouve régulièrement dans l'histoire. Elle est toute mignonne, avec un caractère qui est vif et très intelligent. Et franchement, chaque fois qu'on la voyait, moi j'adorais. C'était vraiment tout mignon, ça m'a plu. Et aussi on a un dénouement final qui est juste poignant. Franchement, j'ai été profondément émue par cette fin. Et aussi, voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai presque versé ma petite larme pour vous dire à quel point ça m'a touchée. Et aussi la fin qu'on nous laisse, alors je peux comprendre que j'ai eu des retours, comme quoi pour certains ça ne leur a pas convenu, mais après, et en ayant aussi lu la note de fin de l'autrice, en fait, en finissant l'histoire de cette manière, il y a possibilité que par la suite, il y ait une éventuelle suite dans le même univers, qui voient le jour et voilà, ça reste une possibilité, mais en tout cas, ce qui nous a été proposé, pour moi ça me suffit, j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré l'univers proposé, comme je vous dis, ce côté très lumineux, ces personnages, les endroits par lesquels nous sommes passés, et pour moi, ben, c'est un coup de cœur, franchement. Belladonna, je dois dire que, pour ma part, j'ai commencé avec une très bonne lecture sur le tome 1, le tome 2 est encore meilleur que le 1, et le 3, c'est le coup de cœur, donc vraiment ça se termine sur un énorme coup de cœur et je ne peux que vous recommander cette saga si vous aimez déjà pour les premiers tomes un peu ce qui est gothique, sombre, un peu une histoire à la Bridgerton gothique comme j'aime bien le dire. Et pour les derniers tomes, si vous avez envie de totalement changer d'environnement et de vous retrouver dans une histoire beaucoup plus lumineuse, avec une romance sympathique, vraiment des très bons moments. Donc vraiment c'est une lecture que je ne peux que vous recommander, en tout cas pour moi c'est un gros coup de cœur. Et franchement, je ne m'y attendais pas, mais vraiment, ce livre m'a vraiment touchée au plus haut point. J'ai également lu le 3e tome d'Agje aux 1000 visages, Ceux qui cherchent, d'Aquilegia Nox et Léo Sigran, aux éditions PVH. Voilà, je vous montre la couverture, ou plutôt, faut-il que je vous la montre comme ça, en fait, vous voyez, c'est magnifique, vraiment. Alors, je remercie encore la maison d'édition pour leur confiance, car ils m'ont envoyé ce service presse. Et ici, pour faire aussi un résumé du tome 1, on suit Agje qui est un changelin. Et en fait, il appartient à une organisation particulière. Et on va dire qu'il va prendre conscience que ce qu'il fait n'est peut-être pas si bien que ça. Et par la magie, va se retrouver propulsé dans un autre univers, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, il va commencer à mener une nouvelle vie. Sauf qu'on va dire les démons de son passé vont continuer à le hanter. Donc on va découvrir tout cela au fur et à mesure. Donc à ce tome 3, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Alors, franchement, dans les premières pages, en fait, j'ai trouvé que c'était une suite qui entraîne le lecteur dans un univers fantasy qui est très riche et immersif. En plus, vous avez la carte, où c'est qu'elle est? Si je la trouve, qui aussi vous permet vraiment de suivre les protagonistes durant les périples qu'ils vont entreprendre, vous voyez. C'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Et Agje va cette fois se lancer dans une quête avec un groupe bien particulier, avec des membres qui sont variés et qui ont des caractères bien définis et parfois même des réactions énigmatiques. Donc tout ça, voilà, on ne sait pas vraiment sur quel pied on va danser, j'ai envie de vous dire, et c'est ça qui est intéressant. Et tout ça est fait avec une plume qui est fluide et qui a un côté bien travaillé et détaillé. Donc là, niveau détail, j'en ai eu à me mettre sous la dent, donc c'était agréable. On a aussi une intrigue qui est palpitante avec des rebondissements, des révélations qui vont s'enchaîner et un dénouement final qui est captivant, qui va même se terminer sur un cliffhanger où c'est qu'on va voir qu'Agje va s'axer sur d'autres priorités. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais vraiment j'ai trouvé intéressant la manière dont c'était fait et disons que on voit aussi l'évolution de l'histoire à travers les tomes, parce que dans le premier tome c'était peut-être moins défini. Là on voit vraiment que l'univers est beaucoup plus étoffé, que nos protagonistes suivent beaucoup plus de choses à travers leur quête et on en apprend aussi petit à petit davantage sur chacun des membres qui font partie de la nouvelle troupe d'Agje. Et ça c'est très intéressant. Alors, ces membres on les avait déjà vus, si vous vous rappelez, dans le tome 2, c'était un tome de nouvelles et justement il y a des nouvelles qui sont dédiées
aux personnages que l'on recroise ici. Donc vraiment tout se lie et c'est intéressant. Après, pourquoi est-ce que j'ai enlevé quelques points? On va dire déjà, moi j'ai du mal à me replonger dans l'histoire, car j'ai aussi eu du mal à m'attacher aux personnages. Après, je dois aussi dire que j'ai eu une impression un peu de survoler le récit au lieu de cheminer aux côtés du groupe. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, c'est vrai que je me suis sentie plus hors du groupe que à l'intérieur, et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi du mal à m'attacher à nos protagonistes également. Et pareil, comme c'est un univers qui est assez vaste, c'est vrai qu'il fallait se remettre dedans. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. Et je pense que le fait aussi d'avoir des chapitres qui sont longs, ils font environ plus de 20 pages, je dirais, ça m'a pas aidé. Donc c'est pour ça que j'ai eu peut-être cette impression et que je lui ai mis cette note. Mais après, je suis quand même curieuse de découvrir ce qui va arriver par la suite à Agje et aux autres membres du groupe qu'on a laissé derrière nous, en fait. Et là aussi, ce qui m'intéresse, c'est que, étant donné la fin, on se doute qu'on va revoir des personnages qu'on avait vus dans le tome 1 et dans le tome 2 brièvement, mais que là on va revoir des personnages du début et ça me fait plaisir également de les retrouver. Donc voilà, pour moi c'est une lecture intéressante. Après, comme je vous dis, c'est un peu pas mitigé, mais c'est juste que j'ai eu du mal à me mettre dedans. C'est surtout ça qui a pêché pour moi. Et j'espère en tout cas que pour les autres tomes, j'arriverai à mieux me mettre dans l'histoire et à resuivre les aventures de notre changelin. Ici, on était sur une lecture qui fait plus de 320 pages. Et la petite écriture, donc c'est standard, c'est assez serré. Voilà pour vous montrer. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est un univers fantasy qui m'a beaucoup plu. J'aime son développement et je me demande ce que on va réserver à Agje pour la suite et comment tous les éléments vont s'enchaîner. J'ai également lu Reine d'Égypte, le dernier tome, donc le tome 9 de Shi Inudo aux éditions Kiun. Voilà, je vous montre la couverture. Et donc, juste pour faire un bref résumé, on suit Hatshepsut, qui est la future reine d'Égypte. Sauf qu'elle, elle ne veut pas se contenter de ce titre, elle veut devenir la première femme pharaon à gouverner l'Égypte. Sauf que c'est pas possible, en fait. Le titre de pharaon ne revient qu'aux hommes. Donc, on va voir les complots qu'Hatshepsut va mettre en place pour arriver à son but. Voilà. Donc pour ce dernier tome, j'ai mis la note de 8 sur 10. Là aussi, je vais rester assez vague car le but n'étant pas de vous spoiler. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des trigger warnings également dans ce tome, donc je ne vous les dirai pas pour ne pas vous spoiler également la fin, mais au cas où ils sont dans la chronique qui est sur mon blog tout au fond de la chronique. Donc ici, on est sur une histoire prenante que j'ai trouvé qui est axée en fait sur la fin du règne d'Hatshepsut et très rapidement dans l'histoire, on a une nouvelle ellipse de 4 ans qui est amenée. Donc dans le tome 8, si vous vous rappelez, en fait, je vous avais dit que déjà là, on avait une ellipse de 5 ans. Alors là, on passe à un moment donné encore dans ce laps de temps. Et après, on a une nouvelle ellipse de 4 ans qui vient. Et à ce moment-là, en fait, on a un événement particulier qui va être mis en lumière. Et Hatshepsut a l'envie en fait d'y participer et à travers sa participation à cet événement on va voir toute la détermination et son envie d'aller au bout, donc vraiment d'aller au bout des choses, vraiment d'essayer de se donner à fond. Et aussi on a toutes les révélations des complots qu'il y a eu durant la saga qui vont être faites, qui vont être mis au grand jour et ça c'est intéressant. Et on a le retour d'un ancien personnage que je ne m'attendais pas à revoir, donc là aussi c'était intéressant la manière dont c'était fait. Et par la suite, bien entendu, on arrive sur la fin du règne d'Hatshepsut, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas à ce moment-là. On va également avoir une partie du récit de la suite qui va s'intéresser à la descendance d'Hatshepsut et aussi tous les retournements de situation qu'il va y avoir pour monter sur le trône d'Égypte. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et aussi, un autre fait important, c'est aussi de voir comment la mémoire d'Hatshepsut a traversé les âges en fait, parce que on va voir comment les monuments, les actions qu'elle a réalisées tout au long de son règne vont nous arriver à notre époque, et aussi que cet héritage a pu être compromis par moment pour certaines raisons, donc ça aussi c'était très intéressant. Comme d'habitude, on a des magnifiques illustrations avec des dessins réalistes et détaillés. Si je trouve quelque chose à vous montrer qui ne spoile pas, ce serait bien. Voilà. Ne lisez pas
le texte, hein, au cas où. Mais voilà, que vous voyez, je vous montre que ça. Malheureusement, je ne peux pas vous en montrer une plus détaillée. Où est-ce que j'en trouve? Voilà, là, ça vous spoilera pas trop, mais vous voyez comme c'est beau. Franchement, c'est un pur régal pour les yeux. À chaque fois, moi, j'adore. Je passe plusieurs minutes sur chacun des dessins, observer chaque détail, chaque trait, tellement je trouve ça magnifique. Alors, après, ce que je reproche à ce tome, c'est que certains passages sont assez rapides, notamment la fin d'Hatshepsut. J'aurais bien aimé avoir quelques pages en plus, que ce soit un peu plus abouti. Et pareil pour le récit qui concerne sa descendance, là aussi ça va très vite, il y a certains éléments qui sont passés un peu sous silence et que je suis curieuse en fait de savoir ce qui s'est passé entre temps tout simplement et pour moi le fait qu'on n'ait pas de plus défini ça, ça amène un manque de profondeur dans l'histoire et je trouve que c'est dommage, surtout que c'est la fin de l'histoire, alors je pense qu'on aurait rajouté encore quelques pages, justement ça l'aurait approfondi et ça n'aurait amené que du positif justement, ou plutôt ça aurait amené des choses beaucoup plus intéressantes. Et c'est ça qui est dommage. Et je dois vous dire aussi que tout au long de l'histoire, c'est vrai que j'ai fait aucune recherche, hein, je vous avoue, je pensais que c'était une histoire fictive, reprise voilà, de l'Égypte antique, avec la mentalité de l'Égypte antique, les croyances, toutes ces choses-là. Mais des éléments qui sont donnés à la fin de l'histoire montrent en fait que l'histoire d'Hatshepsut est inspirée d'une histoire vraie. Et ça, alors je suis tombée sur les fesses, ça doit l'apprendre seulement au dernier tome, parce qu'à un moment donné, justement, je sais pas vraiment vous spoiler, parce que si vous allez taper Hatshepsut sur Google, vous allez avoir son histoire, vous allez retrouver certains des personnages justement qu'on croise à l'intérieur du roman, et on va vous expliquer comment est-ce qu'on a retrouvé le corps d'Hatshepsut à notre époque. On l'a retrouvé en plus il n'y a pas si longtemps que ça, et comment on a pu l'identifier comme étant le corps d'Hatshepsut, et puis c'est là, en voyant cet élément, que je me suis dit, mais c'est un peu... Oui, ça va un peu loin pour du fictif et ça prend en faisant des recherches et en lisant justement l'histoire d'Hatshepsut dans la réalité que je me suis rendu compte que l'histoire, franchement, elle reprend les grandes lignes du vrai règne d'Hatshepsut, que les personnages que l'on voit sont également mentionnés dans l'histoire d'Hatshepsut et je me suis dit ah ouais chapeau et justement j'ai tout relu ça, tout ce qui concernait l'histoire d'Hatshepsut dans l'Égypte antique et je me suis dit ah ouais vraiment et puis je me suis dit mais ce que j'ai lu en fait collait bien à la chose, à part peut-être que ça a été plus romantisé, voilà ces choses là, mais au niveau de l'histoire de la reine eh bien on s'y tient et je trouve que c'est ça d'autant plus intéressant, donc voilà encore un point que j'ai découvert à la fin mais que je suis contente de connaître et de savoir que justement tout le récit est inspiré de faits réels. Donc voilà, c'était une saga que j'ai bien appréciée, le fait de me plonger dans l'Égypte antique, vraiment le gros point positif ou vraiment élément à mettre en avant pour ces mangas, c'est les dessins, c'est magnifique. Et tous les complots qu'il y a à l'intérieur, franchement je trouve que c'est bien fait. Donc si vous aimez tout ce qui est Égypte antique, complot, et que vous avez envie de lire une saga de manga qui est quand même assez courte, en 9 tomes vous avez terminé, je vous recommande vivement cette saga et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi. J'ai également lu Princesse Sarah, le premier tome, pour une mine de diamants d'Alouette, Moretti et Bocato aux éditions Soleil. Donc c'est une bande dessinée, je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et je remercie la maison d'édition ainsi que Gali pour l'envoi de ce service presse et pour leur confiance. Alors ici, pour vous faire un bref résumé, on suit Sarah qui est une jeune fille qui est riche. Et on va dire que son père la gâte beaucoup, mais en fait celui-ci essaye d'y faire plaisir car il sait que très bientôt il va devoir repartir en Inde et qu'il va devoir y rester un certain temps en laissant sa fille dans un pensionnat à Londres. Donc voilà, il essaye de vraiment lui faire plaisir avant de partir et ensuite il va donc l'emmener découvrir son nouveau pensionnat. Là-bas, une fois qu'il sera parti, Sarah va très vite s'intégrer, va se faire des amis, sauf qu'elle va également se faire quelques ennemis et on va suivre ses aventures dans ce pensionnat. Voilà pour le résumé du premier tome. Alors déjà moi pour ce qui m'a intéressé dans cette BD, c'est que ça m'a rappelé l'animé Princesse Sarah que je regardais quand j'étais enfant, c'était sur France 3, France 5, je sais jamais, mais c'était diffusé le midi sur une de ces chaînes et alors tout ce que je me rappelle c'est que c'était un animé très triste et je me suis demandé si c'était pas tiré de ça et en l'ayant lu justement je pense que oui c'est tiré aussi de l'histoire de Princesse Sarah et j'ai retrouvé des similitudes
oui, qui sont faits avec l'animé. Et disons que ce que j'ai apprécié aussi, c'est les ajouts qui sont faits à côté, notamment on a une partie steampunk qui est ajoutée à travers des automates que l'on voit dans le récit, et je trouvais que ça amenait une touche de modernité et à l'histoire, et c'était sympa. Et après, je trouve que le personnage de Sarah, il est vraiment attachant. C'est quelqu'un, pour dire qu'elle est riche, elle pourrait avoir tout ce qu'elle veut en un claquement de doigts. C'est une jeune fille qui reste quand même intelligente, bienveillante, et oui, qui a vraiment un cœur gros, j'ai envie de dire, qui s'intéresse aux autres, tout ça, et on s'y attache. Et c'est ce qui fait qu'elle s'intègre très rapidement dans son nouveau pensionnat, quitte à se faire une ennemie, une ancienne pensionnaire qui n'apprécie pas la nouvelle, qui se nomme Lavinia, et on va entendre parler d'elle aussi pas mal tout au long de ce premier tome. Alors après, c'est vrai que je fais vite une petite pause, mais il y a aussi des trigger warnings dans cette BD. Alors, c'est quelque chose que je préfère mentionner quand même qui sont là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des moqueries sur le physique de certaines pensionnaires, et qu'on a aussi des moments de violence envers un enfant. Alors ce que j'entends par là, c'est-à-dire que dans ces pensionnats, il faut vous dire que les filles n'étaient pas toutes très sympathiques entre elles, et qu'on voit plusieurs fois une des plus grandes qui se permet de recadrer une des plus petites, voilà, en passant par la violence physique. Et ça arrive 2 fois dans le récit, donc voilà, je préfère le mentionner. Et il y a encore d'autres éléments, mais ceux-là je ne vous les dis pas pour ne pas vous spoiler. Ils sont disponibles dans ma chronique si vous voulez quand même voir de quoi il s'agit. Après, je trouve qu'à travers ce premier tome, on va poser les bases et mettre en avant la relation qu'a Sarah avec son papa. Car effectivement, on voit que le père et la fille sont très liés. Le père, il a perdu sa femme et on voit que je pense qu'il l'aimait beaucoup. Et donc, il est très attaché à sa fille, ça lui fait quelque chose de devoir la laisser. Et Sarah, pareil, quand elle se retrouve dans le pensionnat en sachant qu'elle ne reverra pas son père pendant un petit moment, on voit que ça l'attriste et qu'elle pense beaucoup à son père. Et cette relation qui est mise en avant, j'ai trouvé que c'était beau. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le comportement du personnel du pensionnat et surtout de la directrice envers Sarah. Car on sait que Sarah est très riche, hein, comme je vous ai dit, et en fait, la directrice est prête à tout pour lui plaire et essayer d'améliorer la réputation de son établissement. Mais disons que des fois, les plans qu'elle va mettre en place vont se retourner contre elle, et même plusieurs fois. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, et puis pareil, le souvenir que j'en ai de cette personne dans l'animé, c'était quelqu'un qui était pas très agréable, et ici, les premières fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, je pense qu'on part sur à peu près le même personnage, et ça, je trouve intéressant. Et on est aussi sur des illustrations qui sont magnifiques, réalistes, détaillées, colorées. Pour moi, c'était un vrai régal pour les yeux. Franchement, à plusieurs moments, je trouvais les images magnifiques. Pareil, je m'arrêtais pour les regarder en détail. Je vous mettrai ici dans une page pour que vous puissiez les voir, mais vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Ça nous plonge encore plus dans le récit, dans cette ambiance d'époque, et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu, et je trouve qu'elles étaient juste sublimes. Et pour ce qui concerne le dénouement final, alors, disons que vu comme ça se termine, ça laisse présager que par la suite, c'est le début d'une autre vie pour Sarah. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Si vous avez vu l'animé, vous devez vous douter de ce qui va arriver. J'ai envie de vous dire, moi je sais déjà plus ou moins ce qui risque d'arriver par la suite. Mais ça me fait plaisir de le retrouver. Et comme je vous dis, avec cette ambiance un peu steampunk, tout ça, j'aime beaucoup. Et vraiment, je serais ravie de découvrir les autres tomes. Alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'on a plus d'une dizaine de tomes. Mais j'ai envie de voir comment ça a été réadapté. Et franchement, pour moi, c'est une très bonne lecture, et c'est pour ça qu'elle a eu la note de 9 sur 10, parce que c'est une mention honorable, j'ai passé un bon moment. J'ai adoré découvrir l'histoire de Princesse Sarah, retrouver les personnages que je me rappelais de l'animé, et j'ai envie de vous dire, ça m'a même donné envie de regarder l'animé en me disant, mais là, va falloir préparer mon paquet de mouchoirs, car je sais que c'était très 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 triste, Princesse Sarah. Donc à voir si la BD va aussi aller sur cet aspect d'émotion, en tout cas. J'espère, car quand je lis, ça produit des émotions, et j'avais envie de voir à quel point cette BD pourra me toucher. J'ai également lu Le Papillon de Paris, Le rêve d'un misérable de Franza Pizarro aux éditions L'Alchimiste. Voilà, je vous montre la couverture. Et ce livre a été
un énorme coup de cœur également. Donc si vous voulez, on est à Paris en 1888 et on va suivre Louis. C'est un jeune garçon de 10 ans et demi et disons qu'il vit dans la précarité avec sa maman. Louis, il fait comme il peut pour pouvoir ramener à manger et pour qu'il puisse survivre. Et à côté, quand même, pour qu'il arrive à tenir, Louis, parce qu'on va dire la vie n'est quand même pas facile pour lui, il a un secret. Mais un secret qui est toute sa vie, c'est la danse. En fait, suite à un incident, il va se retrouver à rencontrer la tenancière une tenancière vraiment haute en couleur, qui tient un bar atypique. Celle-ci va l'embaucher dans son bar, et disons que la vie de Louis va totalement être chamboulée par la suite. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, pour moi, un gros coup de cœur, c'est un 10 sur 10. Et franchement, je me suis régalée avec cette histoire. Alors après, évidemment, nous sommes en 1888. Dites-vous bien qu'il y a des moments, il y a des trigger warnings, alors je ne vous les citerai pas, mais au cas où, comme d'habitude, dans ma chronique, vous les retrouverez sur le blog tout à la fin. Pour ceux qui veulent quand même aller jeter un coup d'œil, sinon bah, les autres foncez. Mais voilà, je préfère les mentionner au cas où vous soyez au courant que ces thèmes sont abordés dans l'histoire. Alors, comme je vous dis, pour moi, j'avais hâte de retrouver la plume de l'auteur et surtout cette fois dans un style plutôt historique. Et je me suis tout simplement régalée. Donc, on va mettre ce récit met en scène un personnage qui est déjà attachant. Le petit Louis, suite à tout ce qui lui est arrivé, il a dû grandir plus vite que la normale. Et on retrouve donc un petit garçon qui est vraiment intelligent, généreux et qui a des rêves et qui va tout simplement vous faire fondre. C'est ça qui est incroyable avec Louis. Et pour moi, je trouve que c'est un personnage vraiment très intéressant car il a une belle évolution. En fait, au départ, on peut le comparer à une chenille qui va gentiment se métamorphoser en un magnifique papillon suite à ce qui va lui arriver dans cette histoire. Et ça, j'ai trouvé que le fait de mentionner plusieurs fois le papillon justement à travers le récit était très bien fait à ce niveau-là. Et aussi l'auteur va mettre en avant les conditions de vie difficiles à l'époque, particulièrement pour les gens qui vivaient dans la précarité et qui étaient aussi défavorisés par rapport aux autres. Et on va aussi aborder des thèmes comme la tolérance et l'ouverture d'esprit qui sont agréables pour l'époque, même si on va dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier, on est en 1888 et on retrouve effectivement cette mentalité de l'époque et ça aussi c'est très bien fait. Donc vraiment c'était une histoire que j'ai trouvée prenante et Louis aussi tout au long du récit va lui arriver des choses qui sont pas très belles on va dire, mais également il va faire de très belles rencontres avec des personnages atypiques que j'ai adoré rencontrer et surtout qui sont bienveillants à son égard et qui vont l'accueillir sans aucun jugement et ça je trouve que c'était bien fait et ensuite à ces personnages pareil on s'y attache et vraiment c'est comme une seconde famille pour le petit Louis donc ça c'est vraiment très beau la manière dont c'est fait et j'ai adoré cela. Alors bien évidemment il y a aussi ce thème de la danse qui est abordé donc faut pas oublier nous sommes à l'époque la danse est réservée aux filles et donc un garçon ne doit pas danser. C'est mal vu. Alors Louis, pour exercer sa passion, il se cache, il le fait en secret, mais il va être découvert par Madame Arnaud, c'est la tenancière de ce bar atypique que je vous disais, et suite à cela, toute sa vie va être chamboulée et c'est ça qui est vraiment génial et agréable aussi à découvrir par la suite. Et on sent vraiment que la danse pour Louis c'est sa passion. Quand il danse, il est ailleurs, il fait quelque chose qu'il aime, vraiment, ça se ressent et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Aussi un petit aparté, disons que dans ce récit, à un moment donné, on va retrouver un personnage qui est un clin d'œil à un personnage de la réalité qui est connu. Je peux pas vous dire lequel, ni vous donner trop d'indices car vous allez vite comprendre, mais disons que la scène qui a lieu là-dedans ne vous laisse aucun doute sur son identité et j'ai trouvé que c'était bien fait de l'avoir intégré à l'intérieur de récit. Et sinon, comment vous dire, alors, à travers ce récit, j'ai vécu une multitude d'émotions et le dénouement final m'a fait verser des larmes parce que vu comme ça se termine, je m'attendais pas à cela et j'ai été vraiment touchée au plus profond. Et aussi ce que je peux vous dire, ce qui est très beau dans ce récit, c'est que vous avez l'histoire.
Mais vous avez également de magnifiques illustrations qui accompagnent le récit. Vous retrouvez notamment soit les personnages ou un événement qui est mentionné à ce moment-là, qu'on vous le met en image. Et ça, j'ai trouvé que c'était des magnifiques illustrations. Et ça permet encore plus de plonger dans le récit. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est historique, que vous avez envie de passer un bon moment avec des personnages attachants et que vous avez envie de vivre des émotions, foncez sur cette lecture car vraiment là, franchement je n'ai qu'une envie après refermer ce livre, c'est de découvrir les autres récits de cet auteur car là franchement c'est un coup de cœur et j'ai adoré. J'ai également lu un nouveau frisson suisse, donc La jeune fille du lac noir de Marie Javet aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture. Et pour ce tome, on suit Alex et Mara qui sont des cousins qui vont partir en vacances d'été dans un camp près du lac Noir dans le canton de Fribourg. Les deux cousins étaient très proches par le passé, mais en grandissant, ils se sont petit à petit éloignés. Donc disons que c'est pas la grosse entente quand ils arrivent au camp. Et disent aussi, il va commencer à y avoir des mystères concernant Jana, une jeune fille dont Justin Mara s'est rapprochée et qui semble assez mystérieuse. Voilà, je ne vous en dis pas plus car c'est une lecture courte et jeunesse et je ne voudrais pas vous spoiler. Donc ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement, c'est toujours des récits jeunesse prenants et on plonge immédiatement dans l'ambiance de camp de vacances. Donc là, c'est agréable en plus pour la période estivale. Ça passait super bien. La plume est toujours simple, fluide et adaptée à un public jeunesse. Donc là, c'est noté à partir de 10 ans. Donc voilà, ça le fait largement. En plus, la police d'écriture est grande et aérée. Pour montrer, et vous avez tout du long des illustrations, donc vraiment je pense que pour des jeunes ça se lit très vite et ils sont à fond dedans. Donc dans ce tome on a une enquête et des mystères qui vont rapidement donc nous intéresser et captiver nos protagonistes. Et on va dire aussi que la narration va se partager entre nos deux cousins, donc Alex et Mara, et chacun va donc débuter une énigme de son côté, mais on va dire que petit à petit, les énigmes qu'ils ont commencé chacun dans leur coin vont se regrouper et donc ils vont la finir en commun. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Et en plus, autre point intéressant, disons que pour résoudre ces fameuses énigmes et obtenir les réponses à leurs questions, ils vont devoir aller farfouiller dans le passé. Et disons que ça aussi, c'était des éléments très intéressants que j'ai trouvé qui sont amenés à l'histoire. Et dans ce tome, comme vous le savez, on aborde toujours des thèmes dans les frissons suisses. Donc ce tome-ci aborde, je dirais, les thèmes déjà du paranormal, de la peur, des moqueries. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous le retrouverez. En plus, on est dans un camp de vacances, donc c'est tout à fait normal. Et on parle également de l'addiction au téléphone portable, ainsi que de l'éloignement en grandissant à travers nos deux cousins notamment. Et comme je vous ai dit, on a des illustrations qu'on nous propose tout au long du récit qui nous permettent au lecteur de vraiment se plonger dedans. Et ces illustrations, j'ai trouvé ici qu'elles étaient vraiment réalistes, colorées et très détaillées, donc c'est agréable. Je en cherche juste une à vous montrer, voilà, pour vous montrer un exemple. Et est-ce que je pourrais vous montrer la cabane des sorcières, que vous voyez où c'est un paysage, voilà. Mais oui, alors en tout cas ça accompagne bien le récit et vraiment on se sent plongé dans l'histoire. Ici aussi on a un dénouement final qui est vraiment touchant et très bien réalisé j'ai trouvé. Et cela conclut comme il se doit cette histoire. Donc voilà, j'ai passé un agréable moment. Pour moi ça se lit très vite, c'est des très bonnes histoires jeunesse et comme toujours je me régale. Et en plus là, j'ai découvert une région de Suisse que je ne connaissais pas. Mais je vais me noter le lac Noir car ça pourrait toujours être intéressant d'aller faire une marche et de découvrir ce fameux lac. J'ai également lu Les aventures de Kanako Savada, le tome 2, à la conquête du chrysanthème de Lionel Tardy, illustré par Sandrine Pilou aux éditions Fabre. Voilà, je vous montre la couverture et je remercie encore l'auteur qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Ici nous sommes en 2133, donc le Japon s'apprête à entrer dans un ère nouveau. Et disons que l'empereur est à l'article de la mort, c'est sa petite fille Haiko qui va être amenée à lui succéder. Et celle-ci a des idées assez novatrices, ce qui ne plaît pas à tout le monde. De ce fait, un organisme va se créer et va avoir pour but de l'annihiler, car comme ça, les choses ne changeront pas. De ce côté, on va suivre Kanako Savada qui va être
amené vers cette affaire et qui va tout faire bien entendu pour protéger la future impératrice du Japon. Voilà donc pour ce qui est du résumé, j'essaye de ne pas trop vous en dire parce que je pense que le reste il vaut mieux le découvrir par vous-même. J'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture. Alors tout d'abord j'ai apprécié le mélange entre modernité et tradition qui nous est proposé dans l'univers. Effectivement dans ce monde notre ère a disparu, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que la population a dû se reconstruire. Et on va donc voir que certaines technologies ne sont presque plus utilisées et que malgré tout, on se rattache quand même à ce côté tradition. Ouh, j'ai une marque-page qui est en train de se sauver. Oui, je disais donc qu'on se rattache à ce côté de tradition et on voit que l'on vit un peu plus comme dans les années, je dirais, 80 et ça m'a plu ce mélange de dire qu'on est dans le futur, mais finalement de voir que les arbres du futur ne sont pas autant dépendants de certaines technologies que nous le sommes à l'heure actuelle. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait la manière dont c'était amené. La narration va se partager entre différents points de vue pour que l'on puisse suivre justement pleinement l'action et aussi découvrir les motivations et les plans de différents protagonistes. Donc là aussi, ça permet d'être vraiment au cœur de l'histoire et de voir tout ce qui va arriver par la suite. L'intrigue, elle va se baser aussi sur la confiance et le courage, car effectivement, Kanako va devoir compter sur ses alliés, mais également, elle va faire preuve de beaucoup de courage dans toute l'aventure. Et les péripéties vont s'enchaîner pour déjouer le complot visant à éradiquer notre future impératrice. Les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient complets avec des caractères variés et on a une plume qui est vraiment très immersive et on a l'impression de suivre les protagonistes dans leur aventure, donc vraiment d'être à leur côté, ça c'est agréable. En plus, cette impression est renforcée par les illustrations que vous retrouvez dans le récit, donc je vais peut-être juste enlever ceci, voilà. Donc j'ai trouvé qu'elles étaient colorées et vraiment détaillées, donc j'apprécie vraiment ce style. Et en plus ça permet vraiment de s'immerger dans l'histoire. Est-ce que j'en trouve juste une pour vous montrer? C'est toujours ça le hic. Voilà. Vous voyez, tout au long du récit vous avez des illustrations dans ce style. C'est vraiment très beau et je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance qu'on nous décrit. J'aime beaucoup ces colorisations. Vraiment c'est très agréable et justement ça aide à s'immerger dans l'histoire. On sent également que l'auteur s'est beaucoup renseigné pour pouvoir nous donner un maximum d'informations dans ce tome et qu'il y a également une passion pour cette région, car j'ai envie de vous dire, à travers les expressions qu'on nous donne, les détails qui sont transcrits, tout ça, vraiment on voit qu'il y a du détail, tout ça, et qu'il y a eu des recherches et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et d'autant plus, les recherches vont jusqu'à nous avoir mis des annexes et des cartes à la fin du roman. Vous voyez ici c'est noté annexes, des cartes, et franchement je peux vous dire que c'est vraiment très utile car on vous donne tous les termes qui sont utilisés, donc les suffixes par exemple honorifiques, les grades de l'armée impériale, ça c'est aussi important, un index avec les personnages pour quand même s'y retrouver car on a quand même pas mal de personnages, et on a également les cartes, voilà, donc une carte plus générale et une carte plus, voilà. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, ces annexes sont très utiles et vraiment au fur et à mesure de ma lecture, j'y suis retournée plusieurs fois pour soit rechercher un terme spécifique et vraiment m'y retrouver, ou des fois pour vraiment observer la carte et voir qu'on se situe dans l'histoire. Et là vraiment, ça a toute son utilité étant donné, comme le récit est détaillé, tout cela, sinon on aurait vite fait de s'y perdre, je trouve. Et le dénouement final, je trouve qu'il était prenant et que très vite on se rend compte qu'il y aura de nouvelles aventures qui vont attendre notre protagoniste et franchement ça donne envie de voir ce qui va lui arriver par la suite. Alors je dois vous dire que j'ai enlevé quelques points effectivement car j'ai rapidement été perdue en fait au niveau des noms, des prénoms, des suffixes honorifiques et des grades des personnages. Je dois dire que je ne suis pas vraiment habituée à tout ce qui est culture japonaise et tous ces éléments là, et même avec les annexes on a beaucoup de personnages et des fois je m'emmêlais les pinceaux entre tous ces éléments et j'avais tendance à rapidement me perdre, et quand on a une narration multiple comme je vous ai dit, dès qu'on pensait à d'autres personnages, il fallait que je réfléchisse un petit moment pour me dire mais avec qui sommes-nous actuellement et toutes ces choses là. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que j'ai quand même des lacunes concernant la culture japonaise et que là, vu que c'est un peu le premier vrai roman sur le Japon que je lis, eh bien je me suis rendu compte de ces lacunes, et c'est vrai que comme c'est très détaillé, mais même avec les aides qu'on m'a fournies, c'est au niveau des personnages, tout ça, je me suis quand même emmêlé les pinceaux, et c'est vrai que
ça m'a freiné au niveau de ma lecture, mais je pense que c'est vraiment au niveau à cause de mon manque de culture sur le Japon principalement. Et suite à cela aussi, je dois vous avouer que comme je m'emmêlais que j'avais pinceau avec les personnages, j'avais aussi du mal à comprendre, en fait, à me remémorer les relations que chacun avait entre eux. Et là aussi, ça posait des soucis quand tout d'un coup, il y avait des éléments qui étaient abordés, de me dire mais attends, c'est quoi sa relation celui-là avec celui-là? Et c'est vrai que là, je perdais du temps et que j'ai été perdue par moment, donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Mais comme je vous dis, je pense que c'est vraiment des lacunes de ma part parce que l'auteur, lui, il a fait, je trouve, un travail remarquable. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est mon avis personnel et mon ressenti. Mais c'est vrai que là, j'ai été perdue à ce niveau-là et que même en cherchant, des fois, j'avais du mal ou voilà. Je tenais à revenir sur le fait que là je vous ai parlé du tome 2, vous devez vous dire mais elle nous a jamais présenté le tome 1. C'est normal, je ne l'ai pas lu. L'auteur m'a expliqué que pour sa saga, il avait essayé de... qu'il avait justement voulu faire des tomes qui pouvaient se lire indépendamment les uns des autres. Alors effectivement, je pense que ce récit peut se lire de manière indépendante sans avoir lu le premier tome. Après, dans mon cas, étant donné que j'ai eu beaucoup de soucis avec les personnages et tout ce qui nous a amené. Alors l'histoire ça allait, hein, j'ai envie de vous dire, pour tout ce qui est suivi sur tout ça, c'est surtout comprendre les personnages que j'ai le plus de mal. Je dois dire que peut-être si j'avais lu le tome 1, j'aurais peut-être été déjà plus ancrée dans l'histoire avec les personnages qu'on avait vus dans le tome 1 et on nous aurait remis ce qui arrive dans le tome 2. Peut-être que ça serait mieux passé pour ma part. Après c'est des suppositions, je n'ai pas lu le tome 1. Il faudrait que je le lise pour vraiment me rendre compte. Mais comme je vous dis, je pense aussi que j'ai des lacunes au niveau de la culture japonaise et que là ça m'a porté préjudice. Donc après, c'est une lecture franchement que je vous recommande vivement car c'est très détaillé. Si vous aimez tout ce qui est culture japonaise justement, que vous adorez cela, avec de l'aventure dans un univers de science-fiction, je vous le recommande vivement car on est pris dans l'histoire, c'est vraiment immersif. Et comme je vous dis, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés sur le Japon, tout ça, et je pense que quelqu'un qui est fan de la culture japonaise adorera ce récit, donc je ne peux que vous le recommander, même si malheureusement pour moi, j'ai eu quelques soucis, comme je vous l'ai dit, parce que je manque malheureusement d'éléments sur cette culture, et ça s'est ressenti à travers ma lecture. J'ai également lu Kid Misery, le tome 2, Les voleurs de cristaux de Seiya Ibanez et Paco aux éditions Greenlight. Voilà, je vous montre la couverture et je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ses services presse ainsi que pour sa confiance. Donc ici, pour vous faire un bref résumé, on suit un groupe d'enfants qui vit... Alors attendez, il faut juste que je retrouve le nom du royaume, je confonds toujours. Qui vit dans le royaume d'Elzentia. Donc les enfants vivent entre eux à Elzentia. Et on va demander leurs règles justement pour aider le peuple de l'eau qui a des soucis. En fait, il y a de moins en moins de poissons dans l'eau. Et aussi, ils constatent qu'on leur vole leurs cristaux magiques d'étoiles roses et que à cause de cela, justement, la vie est de plus en plus pénible, les animaux disparaissent et tout leur écosystème, on va dire, est menacé. Donc on va appeler les enfants à l'aide et ils vont donc se rendre sur place pour venir en aide au peuple de l'eau. Voilà donc pour le résumé de ce second tome, j'ai mis ici la note de 9 sur 10. Franchement, j'ai adoré cette lecture et j'ai passé un très bon moment. Je trouve que pour finir l'été, en plus c'est une lecture qui s'y prêtait à merveille. On est sur déjà une plume qui est très immersive. On plonge directement dans l'univers, plutôt je devrais dire on replonge pour ma part directement dans cet univers. Et ça reste aussi très accessible pour un public jeunesse et c'est ça qui est agréable. On a des expressions aussi qu'on voit que c'est vraiment pour des jeunes et que même de jeunes lecteurs pourraient lire ce livre tout seul. Donc ça c'est vraiment bien fait je trouve. Et c'est aussi agréable de retrouver nos protagonistes qui vont se préparer à venir en aide, comme je vous disais, à ce fameux peuple de l'eau. Et là j'ai apprécié découvrir donc ce nouveau territoire et les créatures qui le peuplent, surtout que certaines créatures sont totalement inédites et ça j'ai vraiment apprécié. On est sur une histoire prenante qui va aborder quand même certains thèmes, notamment les disputes, la réconciliation, aussi le courage et l'entraide. Et ça, je trouve que c'est très agréable dans des livres jeunesse d'aborder ces thèmes parce que voilà, c'est aussi des thèmes que l'on retrouve dans notre réalité. Donc là, comme ça amené, je trouve que c'était très bien fait. On a aussi de magnifiques illustrations tout du long du récit, donc elles sont très colorées, réalistes, mais elles gardent un côté animé qui va très bien avec le style jeunesse. Donc pour vous montrer, vous voyez toutes les pages. Attendez, je vais enlever mes doigts. Vous voyez, toutes les pages sont déjà illustrées comme ça. Donc vraiment, si vous avez du texte, c'est illustré comme ça. Et vous pourrez avoir des images, voilà. Comme ça, une partie d'images. J'aime vraiment beaucoup. Donc
Et des fois, vous avez même des doubles pages, si j'en retrouve une, où on vous montre par exemple le peuple de l'eau. Ah là, voilà. Vous voyez, vous avez aussi des doubles pages pour vraiment voir le peuple de l'eau, toutes ces choses-là. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait et ça renforce aussi ce côté immersif que l'on veut à travers ce récit. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait, d'avoir toutes ces images au fur et à mesure des pages. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est vraiment un travail titanesque d'art illustré parce que chaque page a des illustrations différentes, même sur les en-têtes et les pieds de page, c'est pas les mêmes en fait que j'ai un peu regardé. Je me suis dit mais ouais, c'est vraiment un énorme travail qui a été fait là-dessus. Et aussi, donc, au fur et à mesure de cette aventure, on va avoir nos personnages qui vont faire des découvertes et vivre beaucoup de rebondissements. Donc, vraiment, on est pris dans l'histoire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est qu'on a des touches d'humour qui sont apportées tout au long du récit, qui sont agréables, qui nous font une petite bouffée d'air frais, j'ai envie de dire. Mais c'est sympa, ça fait un petit sourire de temps en temps. Et c'est agréable. Et on a un dénouement final qui est intéressant et qui donne envie de se jeter sur la suite. Car, effectivement, on a des éléments qui sont volontairement pas révélés pour maintenir notre suspense et aussi attiser la curiosité du lecteur. Donc vraiment là, je trouve que c'est bien fait. Et voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça va se passer. Surtout que je pense que dans ce tome 2, on va rester aussi dans l'univers du peuple de l'eau. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut encore aborder là-dessus. Et voilà, je suis curieuse de voir tout ça. En tout cas, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Déjà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on n'avait que des sirènes. Voilà, une sorte de sirène bien particulière que vous allez découvrir. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait. Et comme je vous dis, pour lire en été, c'est parfait. Et surtout aussi, je trouve qu'il y a des éléments du tome 1 qui sont repris au début du récit. Et je trouve que c'était bien fait également. Donc voilà, une lecture jeunesse agréable et que j'ai lu d'une traite. J'ai également lu Marche ou crève de Stephen King alias Richard Bachman aux éditions Le Livre de Poche. Et cette lecture, je l'ai réalisée en lecture commune. Je vous mets le livre ici car je l'ai lu en numérique. Et pour faire un résumé, disons qu'on va suivre la nouvelle longue marche qui va se dérouler. Et en fait, le but de cette compétition, tout simplement, c'est que nous avons 100 participants qui vont devoir marcher à une certaine cadence. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Sauf qu'on promet aux gagnants d'avoir ce qu'ils désirent, mais après cette aventure, est-ce que le gagnant aura encore un souhait? Là, du coup, nous allons nous engager avec un des participants et voir comment est-ce qu'il va vivre cette longue marche. Alors déjà, il y a, comme vous pouvez vous en douter, des trigger warnings dans cette lecture, notamment la mort, des descriptions sanglantes, de la souffrance physique, vous vous en doutez car on parle d'une marche qui est très très longue. Et pour les autres trigger warnings, au cas où ils seront sur ma chronique, sur mon blog tout au fond de la chronique, comme d'habitude, car je ne vais pas les dire ici pour ne pas vous spoiler, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un livre qui a été publié dans les années 70 et qu'il faut le remettre dans son jus tout simplement. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, à cette lecture, j'ai mis la note de 7 sur 10. Franchement, je dois dire que j'ai été un peu mitigée, je m'attendais à autre chose. Et alors déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'atmosphère pesante de cette marche macabre dès le départ en fait. Au début, on est plutôt sur une ambiance qui est insouciante et euphorique parce que c'est le départ, voilà, ça commence, tout ça, nos participants ils sont presque heureux d'y participer, j'ai envie de dire. Et au fil des kilomètres, ces sentiments font gentiment place à de l'angoisse, à la folie, à la souffrance physique comme je vous disais, et surtout à la prise de conscience oui, nos candidats réalisent mais dans quoi je me suis engagée au final. Et après, bien entendu, rapidement, quand on voit en quoi consiste cette longue marche, on commence à se poser des questions concernant la motivation des participants à s'engager dans un tel événement, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donc pour certains, ce sera brièvement expliqué, mais disons que ça reste assez flou, j'ai trouvé. Mais voilà, on aborde quand même cela. Et on va dire que, comme dans toute chose, on a certains marcheurs qui sont tout de suite très agréables, que ça a un plaisir quand on discute, on a notre participant qui discute avec, et d'autres, dès le départ, qui se révèlent totalement détestables. Après, j'ai envie de dire aussi, l'auteur s'attarde sur l'intérêt morbide de la société, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu de la foule qui va venir voir cet événement, qui va encourager les candidats, mais en fait, le seul souhait qu'ils ont vraiment, c'est de
d'assister à l'exécution de l'un d'entre eux, voire de plusieurs, et on voit vraiment cet intérêt un peu morbide qu'il y a là derrière. Et ça va jusqu'au fait que si, par exemple, un des candidats perdait sa chaussure ou quoi que ce soit, les gens sont capables de se battre pour ramasser ce qu'il a perdu, pour pouvoir l'exposer chez eux en disant bah tiens, ça c'est un souvenir de la longue marche de telle année. Voilà, on est vraiment sur cette critique de la société, et ça je trouve que c'était bien fait. Et bien entendu, comme vous vous en doutez, ça reste du King, l'horreur a une place importante dans ce récit, et on assiste notamment à certaines morts qui sont particulièrement effroyables, hein. En tout cas, certaines, vraiment je me sentais pas bien en les lisant. Après, pourquoi est-ce que j'ai enlevé des notes, des points plutôt, et ce que j'ai moins apprécié. Donc je dois avouer que c'était quelque chose que j'avais peur de retrouver dans le livre, et effectivement moi j'y ai senti des longueurs. Et ça a fait que je n'arrivais pas à enchaîner les chapitres. Dès que j'avais lu un chapitre, vu qu'en plus c'était des assez longs chapitres, environ une quinzaine de pages, dès que j'arrivais au bout de mon chapitre, je la posais et je passais à une autre lecture. Et demain, je reprenais, je lisais un chapitre, et ainsi de suite. Vu qu'en plus c'était une lecture commune, le découpage était fait de manière assez large. Genre, en faisant un chapitre par jour, j'arrivais à lire le découpage de la semaine. Et c'est vrai que j'avoue que même à la fin, c'était, oui, certes plus prenant. Les seuls chapitres que j'enchaînais, je dirais, c'est les 2 derniers. Mais sinon, je suis toujours restée sur ce rythme d'un chapitre, et après de me dire, ben voilà, j'ai lu mon chapitre, et voilà, c'était surtout ça, je pense, qui m'a freiné, ces longueurs. Et c'est vrai que c'est ce qui me faisait peur, et ce qui est arrivé finalement. C'est qu'on reste tout le temps sur quelque chose qui est répétitif, on est tout du long sur cette marche. Après, on est beaucoup sur notion d'épuisement physique, car nos candidats, ils marchent depuis des kilomètres et des jours sans presque dormir, et la fatigue fait son apparition. Donc c'est vrai que sur ça, moi, c'est là que j'ai trouvé les longueurs. Et aussi, ce qui m'a aussi fait baisser ma note, c'est qu'on va dire, je m'attendais totalement à un autre dénouement final. Et là, le dénouement final qui m'a été proposé, en fait, n'a pas comblé mes attentes. On est sur une fin ouverte qui m'a laissé une impression, en fait, d'inachevé. Pour tout vous dire, j'avais une idée en tête, hein, de ce que je pensais que l'auteur pourrait peut-être nous faire. Et disons que s'il avait fait ça, alors, ça aurait été frustrant, mais j'aurais trouvé que c'était du génie. Sauf que là, ce qu'il nous a fait, en fait, j'ai lu, je suis arrivée au bout, et j'ai posé ma liseuse, pour le coup, vu que je les ai en numérique, et je me suis dit, mais c'est tout. Vraiment, j'ai eu cette impression, c'est tout. Et voilà, et puis là, c'est vrai que je me suis vraiment dit que j'ai été déçue, en fait. Et c'est pour ça que j'ai lu plusieurs livres du King. Alors c'est vrai que cette lecture est atypique, je le savais. Certains ça passe, certains ça le fait moins. Effectivement, je fais partie de ceux où ça le fait moins. Déjà, pour la lecture commune de Un bûcher sous la neige, ça avait été ça. Moi, j'avais hâte de le lire. Les autres avaient adoré. Moi, j'avais été plus mitigée dans ma lecture. Je l'avais lu. J'étais contente d'avoir pu découvrir le livre, mais je ne le relirai pas. Et là, avec ce King, ce sera la même chose. Je suis contente de l'avoir découvert. Mais c'est pas un livre vers lequel je me retournerai à l'avenir. Après, c'est vrai que c'est une lecture, comme je disais, du King qui est assez atypique comparé à ses autres écrits. Donc voilà, j'ai pu la découvrir. C'était intéressant. Après, aussi, c'est vrai que King, j'ai toujours peur d'aller vers ses écrits, car c'est une plume aussi qui est plus complexe que ce que je l'ai habituellement. Et là, j'ai trouvé que la plume, alors c'était pas le souci, elle est assez accessible. Donc pour quelqu'un qui cherche un premier King à lire, ça pourrait être une idée. Ou moi, je disais aussi, je recommande toujours Glowland comme premier livre du King, qui est peut-être plus accessible car plus récent. Et voilà, donc pour moi, c'est si je devais classer tous les livres du King que j'ai jusqu'à présent, celui-ci, c'est celui que j'ai le moins apprécié, du coup, jusqu'à maintenant. Et voilà, mais comme je vous dis, je suis quand même contente de l'avoir lu. Et maintenant, je suis curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont adapter ça au cinéma. Est-ce qu'ils vont vraiment suivre la trame du livre, ou est-ce qu'ils vont se permettre des libertés? Parce que je vous avoue que si, pour la fin, on se permettait certaines libertés, peut-être que j'apprécierais mieux pour le coup. Alors, à voir. Mais en tout cas, c'est surtout cette fin qui m'a laissé cette impression d'inachevé qui m'a vraiment, je pense, c'est vraiment, en reposant le livre, je me suis dit, ouais, mais c'est tout. C'est surtout ça qui a fait baisser ma note. Après, comme je vous dis, ça reste du King, c'est une lecture sombre, il y a quand même de l'horreur, et c'est quand même un coup de maître de se dire que le King, en fait, il a réussi à nous tenir en haleine, juste avec des gens qui sont en train de marcher pendant des centaines de pages, en fait. Mais après, effectivement, il y a un enjeu morbide à cette marche, mais ça reste quand même tout au long du livre, c'est la même action qui se déroule, et il nous tient quand même en haleine avec ça, et on est quand même curieux de savoir, nous aussi,
qui va gagner cette fameuse longue marche. Donc voilà, une lecture plus mitigée pour ma part, mais que je suis quand même contente d'avoir lu, et après, à voir quand je me relancerai de nouveau dans un livre du King. J'ai également lu Cyborgs, le tome 1 Ronin, de J.L. Eastin, Delac, Engu et Daniel. C'est aux éditions Soleil. Je vous mets la couverture ici car j'ai lu cette BD en numérique, et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Nekgali pour leur service presse et leur confiance. Donc ici nous sommes dans un monde où on va dire les personnes qui ont n'importe quel handicap ne sont pas du tout bien perçues, elles sont même mises en retrait de la société. On suit Yuko qui est née sans bras et qui va donc devoir s'acclimater dans cette société. Et elle vit avec son oncle Akira qui lui forme les trackers, ce sont les mercenaires du dictateur au pouvoir actuellement. Et disons que dans cette société, il vaut mieux être à la bonne du dictateur que de l'avoir pas de son côté. Sauf que suite à une loi qui va être votée, en fait c'est une loi où toute personne imparfaite doit être supprimée. Et suite à cela, ben, y a Yuko et Akira vont devoir se sauver, et on va donc suivre une course-poursuite. Voilà, pour le résumé. Ici, on a également des trigger warnings, attention sur cette BD, notamment on a de la mort, des combats sanglants, et bien entendu on parle ici de validisme, parce que toute personne, peu importe son handicap, est un paria, voilà, dans cet univers. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10, alors j'ai trouvé que c'est un univers dystopique complexe, avec des personnages, où vraiment comme je vous dis, les personnages, peu importe quel handicap ils ont, du moment qu'ils sont pas parfaits, ils sont rejetés, et on le constate nettement parce qu'on voit de Yuko durant son enfance, et on voit comment s'est passé ses années d'école, et on voit que autant les enfants étaient méchants avec elle, mais autant les professeurs ne se sont pas gênés de la rabaisser. Ce qui est très beau aussi dans cette lecture, c'est le lien très fort qu'il y a entre Yuko et son oncle Akira. C'est lui qui l'a recueilli parce que les parents de Yuko ne voulaient clairement pas la garder, et il l'a élevée vraiment comme un père. Donc on voit vraiment qu'il y a une relation forte entre eux. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'Akira, il va toujours après à se débrouiller. Malgré son handicap, il avait pour mantra d'y dire « Si tu n'arrives pas à le faire comme quelqu'un de valide, fais-le à ta manière ». Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très beau la manière dont c'est fait. Et on a des exemples qui sont donnés. Moi, ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Bien entendu, c'est un univers qui est très sombre, vous en doutez. Avec un aspect politique, comme je vous disais, où il vaut mieux avoir le dictateur à la bonne. Et on va dire qu'au départ c'était bon pour l'oncle d'Akira, sauf que suite au fait qu'il se soit enfui, eh bien, il est devenu une tête à abattre. Et Yuko, étant donné qu'elle a un handicap, comme je vous dis, elle aussi fait partie des têtes à abattre. Et donc, très rapidement, ce tome va s'axer sur la fuite pour échapper au système. Et on a une course-poursuite qui va en découler. Voilà, et puis disons que c'est vraiment cette notion-là qui va nous prendre tout au long de l'histoire, où c'est que vraiment on va se demander, il va y avoir des embûches, on va se demander si on s'en sortir. Et le dénouement final va nous montrer le début de la mise en place de la rébellion. Alors ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est que j'ai eu du mal à entrer dans l'univers et à le comprendre, comme je le dis, c'est assez complexe. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dans cet univers au départ, que j'avais du mal à m'y retrouver, à comprendre le système, tout ça. Et aussi, je dois dire que j'ai plus de mal que pour certaines BD à adhérer au style des dessins, malgré qu'ils soient très réalistes et détaillés. Je vous mettrai une planche ici pour vous montrer que c'est particulier. Mais voilà, il m'a fallu aussi à un certain moment pour adhérer aux dessins, même si ils sont très beaux. Mais pour moi, c'est pas le style que j'ai l'habitude de lire. Pour ceux qui me suivent, vous voyez très bien qu'en général, je lis d'autres styles de BD. Après, comme je vous dis, c'est surtout cette entrée en matière avec l'univers qui a pas mal pêché. Et après, autre point que j'ai relevé, mais dont je ne tiens pas rigueur dans ma note, c'est que comme moi je l'ai lu en numérique, c'est que moi, comme j'avais le texte en numérique, en fait, quand je lisais, le texte n'était pas très lisible. Alors après, avoir sur papier comment c'est imprimé, mais moi, même je lisais sur ma tablette, je zoomais, mais même en zoomant, j'étais comme ça, les yeux plissés, à essayer de lire les bulles, parce que je trouvais que c'était pas très lisible comparé à certaines BD. Même en lisant sur tablette, je ne dois pas agrandir. Et j'arrive à lire, et là même en agrandissant, c'était pas top top. Donc voilà, à voir ce que ça rend sur papier. Mais en tout cas, c'était une belle découverte. Alors, je lirai
encore le tome 2 pour voir l'avis que je m'en fais, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait le style de BD qui m'est vraiment adapté, surtout que là, comme je vous dis, on était vraiment sur cette notion de course-poursuite, alors c'est intéressant, mais voilà. Et après, je crois qu'ils ont dit qu'avec cette saga, il y aurait 5 tomes, il me semble que j'ai compris que 4 tomes seraient dédiés à un personnage en particulier, et dans le 5e tome, ce serait vraiment la rébellion. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais en tout cas, c'était une belle découverte, ça se lit vite, et vraiment, c'est une BD plus sombre que ce que j'ai l'habitude de lire habituellement. J'ai également lu Pixie Pix, le tome 2 de Pink Hanamori et Michiko Yokot aux éditions Nobinobi. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Et pour faire un bref résumé, ici, on suit Lucia qui doit retrouver les autres princesses sirènes afin que, une fois qu'elles soient toutes réunies, elle puisse invoquer la déesse Aqua Regina pour qu'elle puisse bannir des créatures maléfiques qui se sont évadées. Voilà pour le speech. Donc ici, j'ai mis un 7 sur 10 à cette lecture. Alors tout d'abord, pour moi, c'était une joie de retrouver ce manga qui me replonge en adolescence parce que oui, moi j'ai découvert cette série en animé à l'époque. Et pour vous situer, en fait, pour ceux qui ont vu la série comme moi, en lisant ce tome 2, vous arrivez à la fin de la saison 1 de la version animée. Alors déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que les illustrations sont magnifiques avec un côté réaliste et détaillé et que moi, franchement, c'est tellement beau que je m'arrête et je prends le temps de les observer dans les moindres détails, tellement j'adore. Mais voilà, c'est de magnifiques illustrations. Déjà, juste les illustrations d'en-tête de chapitres sont sublimes, si j'arrive à en trouver une. Regardez, c'est beau. Et j'adore ce style de dessin où c'est qu'elles ont ces gros yeux comme on avait à l'époque, j'ai envie de dire. Ça me plaît beaucoup. Pour vous montrer une autre planche. Voilà, ne lisez pas le texte, mais vous voyez, c'est vraiment magnifique. Moi, franchement, je me régale avec ces illustrations. Et après, on est sur un récit qui est prenant, j'ai trouvé, avec ce tome 2. On remet tout en restant dans une ambiance jeunesse parce que c'est un shoujo. Donc, les mots-clés sont Magical Girl, amitié, fantastique. Et c'est un manga qu'on donne pour 8 ans et plus. Donc voilà, on reste vraiment dans ce côté jeunesse. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça parce que je sais que ça reste des mangas plutôt adaptés pour de jeunes lecteurs. Et j'ai apprécié tout simplement retrouver nos 3 princesses sirènes dans cette aventure. Et disons que là, elles vont rencontrer de nouveaux ennemis. Elles vont devoir faire face à des révélations. Et aussi, elles vont devoir choisir entre leur combat, justement, et leurs sentiments. Et on a un dénouement final qui est prenant. Et le dernier dessin que l'on voit dans ce tome, en fait, introduit déjà un personnage qu'on va retrouver par la suite. Sinon, ce que je reprocherais, c'est que les scènes de combat, je crois que j'avais fait la même remarque pour le tome 1, sont très très courtes. C'est-à-dire qu'en une page, vous avez le combat qui est livré. Et c'est vraiment, à peine le combat est commencé, à peine il est déjà terminé. Ça, j'ai trouvé que c'était dommage que les combats soient pas un peu plus développés et qu'on nous mette au pire les paroles des chansons parce que les princesses sirènes se battent en chantant. Et aussi, une autre chose que j'ai remarqué dans ce tome, c'est qu'on a des transitions rapides et disons que ça peut être déstabilisant. Alors moi, comme j'ai déjà la base avec l'animé, je m'y perdais moins, mais je me dis, quelqu'un qui n'aurait pas vu l'animé, qui se lance dans le manga, par moment, ça peut vraiment être déstabilisant et oui, c'est vrai que ça, des fois, ça saute un peu du coq à l'âne et voilà, c'est les remarques que je pourrais faire sur ce tome. Après, je suis contente de l'avoir lu parce que voilà, ça me rappelle, comme je vous dis, mon adolescence. Et franchement, j'ai hâte de voir le dernier tome, comment il va être adapté, surtout que là, les 2 premiers tomes reprenaient la saison 1 de l'animé, et le dernier tome va reprendre toute la saison 2, donc je me demande comment ça va être fait, et franchement, d'aller lire, je vous avoue qu'une fois que j'aurai terminé les mangas, mais j'ai vraiment très envie de me regarder à nouveau l'animé, parce que j'avais adoré l'animé, et voilà. Mais en tout cas, vraiment un retour en enfance qui fait du bien. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, soit l'emoji avec les 3 livres empilés, ou un emoji en lien avec un livre que vous a particulièrement plu. Ça peut être une sirène pour Pixie, quelque chose en lien avec l'Égypte pour Reine d'Égypte, un papillon pour le papillon de Paris, etc. Ce qui vous fait plaisir. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Là, comme vous en doutez, je clôt gentiment
les lectures d'été et je vais en septembre commencer à les lectures d'automne. Disons que je vous ai déjà proposé différentes piles à lire et j'ai hâte de pouvoir les commencer et donc vous verrez le mois prochain quel livre j'ai déjà entamé. Voilà, sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!